Bonsoir, chers compatriotes. C'est avec une grande joie qu'on vous retrouve dans cette émission à la une. Vous savez, les roues de notre émission tournent toujours très bien et rien n'est fait défaut à nos émissions. Nous remercions Dieu qui est le donateur de tout don parfait, qui règne sur toutes choses et qui nous donne cette occasion de nous présenter encore une fois devant vous ce soir. Comme nous l'avions parlé l'autre fois dans notre émission de la fois passée, nous étions en train de parler sur le mariage, le fiançailles, mais ce soir, il va y avoir une interruption. Vous allez les découvrir pourquoi. Je suis en train de recevoir une personne très importante. Je crois que vous ne serez pas déçus. Et sans plus tarder, je m'en vais plus vite vous présenter notre invité de ce soir. Bonsoir, monsieur Alexis. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est une joie de vous avoir parmi nous ce soir. Je vous remercie d'être venu, de votre disponibilité. Vous venez de très loin. Vous vivez presque à 7000 km. 7000 km ou 8000 km du lieu où on se retrouve ce soir. C'est vraiment une grande joie de vous avoir parmi nous. Pourriez-vous, juste en passant, faire un petit bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous écouter à travers le monde? Bonsoir, chers amis, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les auditeurs de ce service qui nous écoutent en ce moment-là, en ce moment ici. Je vous salue, je vous présente mes félicitations et de bonnes journées, etc. Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez reçu, vous qui nous suivez à partir de l'Australie, États-Unis, France, Congo. Nous vous remercions pour votre fidélité. À monsieur Alexis, que je vais encore une fois présenter, vous êtes professeur de philosophie et à côté de ces titres, vous êtes aussi recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi. C'est ça? Oui, effectivement, je suis professeur de philosophie ancienne. J'enseigne la philosophie de l'Antiquité, j'enseigne l'histoire de la philosophie du Moyen-Âge, j'enseigne quelquefois la logique, et en même temps, j'enseigne tous ces cours-là à l'Université de Kinshasa. Mais présentement, je suis en détachement, occupant la fonction de directeur d'université au centre du Congo, dans le Kasai oriental, université que vous venez de bien identifier là, l'université officielle de Mbuji-Mayi. C'est là où je suis recteur. Je vous remercie. Vous avez compris pourquoi j'ai dit qu'on a interrompu notre émission de la fois passée, juste pour pouvoir recevoir cette auguste personne qui nous a honoré ce soir en quittant son pays. Il est venu juste ce soir pour que nous puissions partager ces peu de temps avec vous. Je pense que tout autour de cette émission, vous qui êtes connectés ce soir, vous ne serez pas déçus. Petit à petit, nous allons pénétrer dans notre sujet. Nous allons en fait parler du monde intellectuel. Monsieur Alexis, il est professeur et en même temps, il est recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Les étudiants, vous soyez connectés. Je pense que Monsieur Alexis est ici ce soir pour donner une pierre de contribution, donner quelques conseils à vous qui êtes sur le banc de l'école. Monsieur Alexis, je m'en vais vous demander la première question. Vous avez dit que vous donnez la philosophie ancienne. Pourriez-vous nous mentionner les noms d'un philosophe qui vous a beaucoup marqué? Bon, la philosophie ancienne, il y a sa division. Il y a la philosophie présocratique, il y a la philosophie socratique, il y a la philosophie post-socratique. Dans le post-socratique, vous avez les philosophes qui ont précédé pratiquement Socrate, comme Parménide, comme Héraclite, comme tout le mouvement d'éthique, comme les stoïciens, oui, l'épicurisme, etc. Ça, ce sont des mouvements pré-socratiques. Il y a aussi Socrate lui-même. Socrate, qui est pratiquement considéré comme le fondateur de la philosophie. Et après, il y a socratique, nous avons Platon, parce que tout sait que Socrate lui-même, comme il n'a jamais écrit, sa philosophie a été synthétisée, a été écrite par Platon,
Alors c'est ainsi qu'on appelle même Platon un philosophe socratique parce que c'est lui qui a codifié la philosophie Si je comprends socratique. bien, c'est Socrate qui vous a beaucoup marqué. Il y a aussi Platon, non, oui, on peut dire, mais j'ai été suffisamment marqué par la philosophie de Platon. J'ai fait même ma réflexion, mon travail de thèse sur la philosophie de Platon, et parfois on m'appelle platonicien, mais quand vous étudiez Platon, vous étudiez aussi Socrate. Très Quand bien. vous étudiez aussi Platon, vous étudiez aussi Aristote. Ce sont des philosophies qui se tiennent ensemble. Il n'y a pas de philosophie platonicienne sans la philosophie socratique. En tout cas, ça c'est très profond. Ça. Moi, personnellement, j'ai connu les philosophes, mais je ne savais pas le méandre ou la relation qui existait entre les philosophes que vous avez énumérés ici. En tout cas, c'est très bien. Alors, pourriez-vous nous donner une idée de la part de Platon qui vous a beaucoup marqué jusqu'à ces jours? Moi, personnellement, s'il faut dire, Platon a beaucoup écrit, a beaucoup réfléchi sur la société, sur les problèmes de l'être, sur les problèmes du savoir, sur les problèmes de l'âme, etc. Mais j'ai été marqué par l'organisation sociale de sa pensée, l'organisation sociale, comment la société est structurée. J'ai été marqué par ça, par toutes ces réflexions-là. Mais sinon, c'est un grand philosophe qui a beaucoup réfléchi sur beaucoup de choses, sur les mathématiques, sur la physique, sur tout. C'est un grand philosophe, etc. En tout cas, nous sommes très émus de pouvoir écouter ces vérités que M. Alexis est en train de nous étaler. Nous sommes très fiers et vous avez beaucoup aimé la philosophie de Platon. D'une part, cette philosophie a eu beaucoup d'influence sur vous. Aujourd'hui, vous retrouvez un grand homme. Je pense que c'est aussi grâce à certaines idées que vous avez suivies, les idées que vous avez fait dans votre parcours intellectuel. Alors, Monsieur Alexis, pourriez-vous un peu de mots nous étaler un peu votre parcours depuis, étant donné que vous êtes un grand homme, vous avez votre futur est réussi, pourriez-vous un peu de mots nous étaler un peu votre parcours depuis l'école secondaire jusqu'à l'université? Bon, je vous remercie, comme vous m'appelez un grand homme, mais je n'aime pas beaucoup le terme grand homme. Hein. Vous savez, les grands hommes, je suis un homme comme tout le monde. Merci, les grands hommes, sont toujours simples. Je suis un homme comme tout le monde. Merci. Dire que je suis un grand homme, ça je ne sais pas. C'est à la société de le juger. Je crois que j'ai fait l'école primaire comme tout le monde, hein, parce qu'on ne peut pas aller aux humanités sans avoir fait l'école primaire. Hein. J'ai fait l'école primaire tout le monde, j'ai fait aussi également mes humanités comme tout le monde. J'ai décroché mon diplôme d'État. Je faisais les études de séminaire, des petits séminaires. Je suis allé au grand séminaire à Kaboué. À Kaboué, je suis revenu aussi en Boujima au grand séminaire de Benakabongo, etc., qui existe aujourd'hui. Même celui de Kaboué existe aujourd'hui. J'ai quitté le grand séminaire, je suis allé à l'université de Lubumbashi où j'ai fait ma licence en philosophie. J'ai terminé, après la licence en philosophie, je suis allé à Kinshasa où j'ai commencé à tâtonner comme tous les jeunes gens, etc., qui venaient de commencer. J'ai été assistant à l'Institut national des arts. Après, j'ai fait la synthèse. Après, comme j'ai trouvé que l'Institut national des arts ne m'intéressait pas, j'ai demandé un transfert, je suis allé à l'université de Kinshasa, et puis où j'ai commencé aussi à travailler. De fil en aiguille, on a créé la faculté de lettres, qui n'existait pas, qui était transférée à l'UNASA, quand il y a eu l'Université nationale du Zaïre, parce que la faculté de lettres a été transférée à Lubumbashi, il est resté que la faculté de droit, mais en 1980, on a recréé pratiquement l'ancienne division de l'Université de Kinshasa, l'Université de Lubumbashi de Kisangani. Alors l'université est revenue à ses anciens amours de la faculté des lettres au sein de l'université de Kinshasa. Il nous a trouvés là-bas, on a créé une cellule de philosophie qui était rattachée à la faculté de droit. Nous sommes allés à la faculté de droit parce qu'on était d'abord dispersés à travers toute l'université où on était encore jeune assistant, on assistait certains professeurs dans le cours de
de philosophie, de logique, de civisme, de développement, tout ce qui est en rapport avec la philosophie. On a fait ces choses-là. Et puis quand on a créé la faculté, d'abord avant la création, nous sommes allés comme cellule de recherche au sein de la faculté des droits, qui a été érigée en département de philosophie. Et le département de philosophie est devenu une faculté de lettres. On a créé aussi d'autres facultés, comme la faculté des sciences historiques, la faculté le département des sciences historiques, de linguistique africaine, de la civilisation française, la civilisation anglaise, etc. Pratiquement, la faculté des lettres a pris corps. Et on a créé le troisième cycle, on a fait le troisième cycle, d'abord l'EDS, on a fait le doctorat. J'ai eu la chance de faire un bref séjour pour la mise à niveau en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai pratiquement approfondi ma recherche sur Platon, avec l'aide des NOCO, les Belges. Je suis revenu à l'Université de Kinshasa, j'ai présenté ma thèse à l'Université de Kinshasa, une thèse en coopération avec l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Kinshasa, et j'étais diplômé à l'Université de Kinshasa avec l'aide de nos NOCO, les Belges, etc. Comprenez bien. C'est ainsi que j'ai eu mon doctorat et j'ai commencé à professer à la faculté des lettres, à la faculté des droits, à la faculté des sciences économiques. Bon, et depuis 2010, je me suis retrouvé à l'université officielle de Mbujimai, d'abord comme académique. J'ai fait 5 ans. Et puis, peut-être que je donnais le meilleur de moi-même. C'est ainsi que j'ai été élevé comme recteur depuis 2015. En tout cas, ça c'est très bien. Nous sommes beaucoup touchés par votre parcours. Donc, ça fait 3 ans que vous êtes recteur de l'université de Mbujimai. Au total, j'ai fait 8 ans en Mbujimai, 5 ans comme académique, comme secrétaire académique de l'université officielle de Mbujimai. Et puis maintenant, j'ai terminé le mandat là-bas. Maintenant, j'ai fait un autre mandat comme recteur. Ça fait 3 ans que je suis recteur. Très bien, papa. Donc, personnellement, votre parcours intellectuel me touche et ça m'inspire beaucoup. Alors, quel serait votre conseil? Parce que j'ai constaté en suivant votre historique, la façon dont vous êtes donné corps et âme, beaucoup de sacrifices. Quel serait votre conseil que vous pourriez donner aux jeunes étudiants, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux qui sont à l'université? Quel est les conseils que vous leur donnez pour bien pouvoir finir? Le conseil que j'ai pu donner, c'est le conseil que j'ai donné à tout le monde. À tout le monde, aux jeunes gens, tout le monde. Le conseil, c'est d'accepter de travailler tous les jours. Quand vous êtes assistant, quand vous êtes un scientifique, un professeur, vous êtes toujours étudiant éternel, il faut lire régulièrement, etc. Et faire des recherches, écrire, publier les articles, les livres, etc. Et diriger les travaux de fin d'études de graduats, les travaux de licence, de fin d'études de licence, les travaux de DES, les travaux de thèse, etc. Il faut toujours se sacrifier, étudier, lire, se dévouer, être assidu à ce qu'on fait comme travail. On ne doit pas se décourager. Dans chaque travail, il y a toujours des difficultés, mais on ne peut pas se décourager. On ne peut pas céder au premier découragement. Il faut toujours avoir le sens de bravoure et essayer d'aller de l'avant à tout moment pour vaincre les difficultés, contourner les difficultés et monter d'autres stratégies pour aller constamment devant. Tout ce que je demande. Non seulement pour les professeurs, pour tout le monde, quoi. Tous ceux qui travaillent doivent travailler avec assiduité pour avancer et résoudre les problèmes de société. En tout cas, très bien, c'est bien parti. Monsieur Alexis, vous êtes un bibliothèque vivant. Donc, comme je l'ai toujours, j'insiste et je répète encore, je vous apprécie beaucoup. Quel est que direz-vous pour les étudiants qui sont plongés dans la corruption? Quel est votre message pour ces genres d'étudiants? Là, c'est vraiment dommage. C'est ce qu'on appelle dans les textes que nous avons, les antivaleurs. Nous devons vraiment lutter contre les antivaleurs. Ça détruit la société. On ne s'élève pas à travers les antivaleurs. D'abord, si on arrive au monnayage, à obtenir des points par les trafics d'influence,
je pense qu'on n'acquiert pas de connaissances. On ne peut pas servir véritablement la société. On ne peut pas servir véritablement la société. On a des lacunes. On a des lacunes. Il faut éviter absolument. Ce sont des choses qu'on doit normalement sanctionner sans pitié. Sans pitié les antivaleurs. Et ces choses-là, ils restent, je pourrais dire, ils restent dans le vin. Même quand vous allez travailler, en dehors des études, vous allez voir les antivaleurs comme modèle à suivre, alors que ce n'est pas un modèle. Même là où vous serez, même si vous ne faites pas de l'enseignement, vous allez trouver que ça ne vous aidera pas. Monnayer, c'est bien, et vous allez continuer. Mais à ce moment-là, la société ne se développera pas. On va faire, au lieu d'avancer, on va reculer. Je crois que ce sont des tares qu'il faut vraiment extirper définitivement au sein de la société. En tout cas, c'est très bien. Ah, vous l'avez suivi, le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Il a dit qu'un étudiant, c'est juste un étudiant. Si vous êtes étudiant éternellement. C'est-à-dire, il faut toujours continuer à lire, à lire, à s'informer. Oui, oui, c'est ce que nous devons faire. Alors, Monsieur Alexis, pourriez-vous faire un parallélisme entre les grandes universités du Congo? Une comparaison? Une comparaison avec l'université, parce que l'université ne devient pas grande par hasard. L'université devient grande par le travail. Vous savez, quand vous allez à Bologne, quand vous allez à DLB, à Louvain-la-Neuve, à Louvain, etc., même l'université de Cap ici, l'université devient grande par le travail, par la recherche, par la publication, par les informations scientifiques. On ne devient pas grand comme ça parce qu'on doit devenir grand. On peut commencer même dans cette maison, mais avec la détermination pour devenir grand, on devient grand. Par le travail, par des ouvertures, par la coopération, par la production, etc., par des constructions gigantesques. C'est un problème d'avoir une vision des grandeurs, pas de rester dans des taudis, etc. Mais il faut ouvrir l'université à l'extérieur et ouvrir l'université aussi à l'intérieur. Par le travail grandiose, il faut faire un grand travail d'ouverture. On ne peut pas rester en disant non, on a une grande université. Non, l'université doit continuer à progresser chaque jour. Chaque jour. Il y a des universités qui datent du XIe siècle, mais oui, aujourd'hui, si vous les voyez, ce sont des grandes universités. Il faut commencer et continuer à travailler tous les jours pour que l'université soit une université émerge, devienne une université dont on parle. L'université, c'est la formation, les enseignements, la recherche à tous les niveaux, la recherche et le service à la nation. L'université doit servir, doit créer des entreprises pour servir la société. On doit écouter les anciens de l'université, il doit faire des réflexions, il doit faire des projets, etc. pour que la société avance, pour que la société se développe. On ne va pas dire non, on est dans une université, l'université est grande, on n'est rien faire. Non, l'université devient grande par le travail de ces chercheurs. Si on ne fait pas le travail de recherche approfondie, l'université ne deviendra jamais grande. Même celles dont on est grande là, ils vont disparaître, ils ont engloutis, engloutis, ils vont connaître certaines décadences. Correct. Il faut le travail de tous les jours, Très bien. Donc, nous vous remercions. Vos idées sont tellement brillantes à tel point que nous sommes édifiés. Je pense que chaque personne qui va tomber sur cette émission, il ne sera pas déçu. Alors, je m'avais demandé donc, on se dirige déjà vers la fin de notre émission. Pourriez-vous un peu de mots nous parler sur l'université de Mbuji-Mayi, M. Alexis? Bon, l'université de Mbuji-Mayi, d'abord, je peux dire, si je ne me trompe pas de la date de sa création, l'université est créée en 2005 sur le centre du centre de l'université de Lubumbashi. Nous avons commencé par être un centre universitaire de l'université de Lubumbashi. Bon, après, on a créé notre propre université à partir de 2005. Le centre a commencé en 1998. Aujourd'hui, nous avons une université avec autour de 3500 étudiants. Nous avons avec 6 facultés. Nous avons
une trentaine de professeurs permanents, et 109 chefs de travaux, 89 scientifiques. Pourriez-vous un peu énumérer ces facultés pour que les gens qui nous suivent sachent, peut-être un jour ils auront le projet d'envoyer leurs enfants à Mbuji-Mayi pour qu'ils aillent étudier aussi là-bas. Bon, nous avons l'ambition d'avoir toutes les facultés au sein de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Mais compte tenu de nos moyens dont nous disposons, nous n'avons pas toutes les facultés. Nous avons seulement 6 facultés présentement. Yes. Présentement, nous avons notamment la faculté de médecine, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté de droit, la faculté des sciences agronomiques, la faculté des sciences politiques administratives et la faculté des sciences. Et au sein de la faculté des sciences, nous avons seulement 2 départements. Nous avons le département des sciences géologiques et le département des sciences informatiques. Nous avons pratiquement ces facultés que nous avons. Bon, on a la possibilité de créer plusieurs facultés, mais nous n'avons pas d'enseignants. Nous avons un nombre limité d'enseignants. Nous sommes en train de nous battre pour former nos professeurs et demander l'autorisation de créer d'autres facultés pour qu'une université puisse devenir grande. C'est pas présentement, nous en avons 6. Nous en avons 6 avec le nombre de professeurs dont je viens de citer là. Une trentaine, chefs de travaux, une centaine, 80 assistants et une soixantaine de visiteurs, de professeurs qui viennent en appui, c'est-à-dire qui viennent de l'université de Kinshasa, de Kisangani, de Lubumbashi, de l'extérieur, qui viennent nous appuyer dans le travail de la formation que nous faisons. Ça c'est très bien, en tout cas c'est toujours très, très brillant. Pourriez-vous nous répondre à la dernière question? Monsieur Alexis, quel est votre projet pour l'université? Ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le plan international? Là, je dois dire que c'est une question large. Hein? J'ai fait un effort. J'ai fait un effort pour que l'université soit sur l'échiquier international. Correct. Je suis d'abord membre de plusieurs associations universitaires dans le monde. Je suis membre des universités de l'Afrique australe. C'est d'ailleurs cette association qui m'a invité ici pour venir assister au sommet de la paix pour les leaders africains. C'est la SORA qui m'a invité. Et je suis également membre d'une association Magna Charta Observatori, dont le siège se trouve à Bologne, en Italie. Nous allons d'ailleurs au mois de septembre, les 17 et les 18, une grande conférence où pratiquement 800 universités du monde sont invitées. Et l'université officielle de Mbuji-Mayi est également associée, est aussi invitée. Donc vous êtes les représentants, c'est vous qui partez? Oui, en tout cas, ça c'est... représenter le Congo. Vous avez amené l'université à niveau international. Non, nous vous remercions pour ça. D'ailleurs, il n'y a pas... Avant-hier, j'ai signé un partenariat avec la commission organisatrice du sommet sur la paix, avec les Coréens, les Sud-Africains, à l'hôtel CITCC. J'ai signé un accord. J'ai également un accord avec les Allemands, l'université allemande. Au mois d'avril, j'étais en Allemagne. J'ai signé aussi également des accords. Nous avons des bourses avec les étudiants. La fondation allemande donne des bourses à nos meilleurs étudiants. Et la première promotion aura la bourse de 3e cycle dans un des pays européens. Bon. Au même mois d'avril, j'étais en Espagne. J'ai conféré avec l'université espagnole, comme l'université de Complutense. J'ai conféré avec l'université de Complutense pour la formation de nos étudiants, pour obtenir aussi le matériel informatique et le matériel. En tout cas, M. Alexis, c'est très bien. Pour former nos étudiants. En tout cas, notre université est sur
Il est bien connu sur le plan international. En tout cas, ça J'ai c'est fait très de bien. mon mieux pour qu'il soit connu. Nous vous remercions pour les efforts conjugués pour amener à l'université à cet état-là. Oh, je m'avais posé la dernière question. Dernièrement, le président Thabo Mbeki avait été nommé comme le chancelier de l'université de l'Afrique du Sud. Comment vous avez trouvé cette nomination? Non, c'est toujours une bonne chose pour l'université qu'un ancien chef d'État soit désigné, élu, nommé un chancelier, parce qu'avec ces ouvertures qu'il avait comme chef d'État, je crois que ces mêmes ouvertures aura des incidences sur la visibilité de son université. En tout cas, très bien, je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, je vous suis reconnaissant que ceci ne soit pas la dernière fois. Et pourriez-vous nous promettre de revenir encore? Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous l'avez bien suivi. Un étudiant reste éternellement étudiant. Et vous avez suivi les efforts conjugués par M. Alexis. Il a trouvé des relations par-ci, par-là pour pouvoir promouvoir l'université de Mbuji-Mayi. Chers parents, n'hésitez pas d'envoyer vos étudiants à l'étudier en Mbuji-Mayi parce que vous avez quelqu'un de bonne foi, quelqu'un qui est compétent, qui pourra bien encadrer vos enfants de l'autre côté. Soyez connectés et retrouvons-nous prochainement. Merci.